Élèves de terminale S, bonjour, voici la deuxième partie de la leçon consacrée aux lois de Newton. Plus précisément, nous étudierons la première loi, dite principe d'inertie, et la troisième, dite principe des actions réciproques. La naissance d'Isaac Newton en Angleterre coïncide à quelques mois près avec la mort de Galilée, le savant italien qui vient de révolutionner la science. Newton est un être très tourmenté, peu sympathique dirait-on aujourd'hui, replié sur lui-même, un peu paranoïaque. Mais c'est un génie. Il s'intéresse à tout, philosophie, mathématiques, physique, alchimie, car la chimie n'existe pas encore, astronomie et même théologie. Dans son œuvre principale, Les Principia, un des plus importants livres scientifiques jamais édités, il énonce la loi de la gravitation universelle et pose les fondements de la mécanique classique que nous étudions encore aujourd'hui et que nous appelons les trois lois de Newton. Nous avons besoin d'introduire une nouvelle grandeur, grandeur vectorielle, que nous appelons quantité de mouvement et que nous notons P, P minuscule. Soit un objet quelconque de masse m et de centre d'inertie g, se déplaçant à la vitesse v dans une certaine direction représentée par le vecteur vitesse v. Par définition, le vecteur quantité de mouvement p est égal à la masse du système multiplié par le vecteur vitesse v du système. Puisque m est un nombre positif, les vecteurs P et V sont deux vecteurs collinéaires et de même sens. En norme, nous avons P égale mv avec m la masse en kilogrammes, V la vitesse en mètres seconde moins 1 et P la quantité de mouvement en kilogrammes mètres seconde moins 1. Nous connaissons déjà la première loi de Newton, c'est le principe d'inertie. Dans un référentiel galiléen, le centre d'inertie d'un système isolé ou pseudo-isolé est animé d'un mouvement rectiligne et uniforme ou bien est immobile. Nous avons déjà évoqué le curling, dont le palais est un bon exemple d'approche du système pseudo-isolé. Le palais, nous l'appellerons système. Et, définition, tout ce qui n'est pas le système s'appelle l'extérieur. Mentalement, nous remplaçons le palais par un point, son centre d'inertie G. Point d'application des forces extérieures qui agissent sur le palais. Comme forces extérieures agissant sur le système, nous avons le poids, P, la composante normale de la réaction de la glace, R, et on peut se demander pourquoi on a toujours besoin de balayeurs dans l'équipe. C'est pour que la composante tangentielle de la réaction de la glace, appelée force de frottement, soit la plus petite possible, c'est-à-dire pour rendre le système le plus pseudo-isolé possible. Car le palais, en réalité, n'est pas rigoureusement pseudo-isolé. Les forces ne se compensent pas exactement et même si la force de frottement diminue avec la vitesse, le palais finit toujours par s'arrêter. On peut envisager le palais sur une table à coussin d'air, le palais glisse encore mieux que sur la glace, mais on le sait, comme sur la glace, il finira lui aussi par s'arrêter. Le système pseudo-isolé est un cas idéal qui n'existe pas en réalité. Dans ce cas, les forces se compensent parfaitement, le système poursuit son mouvement en ligne droite indéfiniment sans jamais ralentir. Le système isolé est lui aussi un cas idéal. Il faudrait pouvoir se trouver dans l'espace très loin de toute planète ou étoile qui exercerait une force gravitationnelle. Dans ce cas, on vérifierait la première loi de Newton, le centre d'inertie du système isolé ayant un mouvement rectiligne et uniforme dans le référentiel d'étude galiléen bien sûr. Considérons alors un système isolé ou pseudo-isolé et repérons la position de son centre d'inertie G à des instants séparés régulièrement de ΔT. Nous observons que la trajectoire est une droite, que les distances parcourues pendant le même laps de temps ΔT sont toutes égales à d et que par conséquent la vitesse égale d sur ΔT est une constante.
Le mouvement est donc rectiligne et uniforme, ce qui se traduit par vecteur vitesse égale constante vectorielle. Mais si la masse est constante, ce qui est très souvent le cas, nous avons alors m fois v égale vecteur quantité de mouvement égale constante vectorielle. Nous pouvons alors retenir que la quantité de mouvement d'un système isolé ou pseudo-isolé se conserve au cours du mouvement, dans un référentiel galiléen bien entendu. Considérons maintenant deux systèmes, le système sigma 1 et le système sigma 2 de centres d'inertie respectifs G1 et G2, dont les positions sont repérées à des instants régulièrement espacés comme précédemment. Intéressons-nous d'abord au système 1. Est-il pseudo-isolé dans cette zone? Nous observons que le vecteur quantité de mouvement P1 est une constante vectorielle. Le système est donc pseudo-isolé. Est-il pseudo-isolé dans cette zone? Même chose, nous observons que le vecteur quantité de mouvement est une constante vectorielle et donc le système 1 est pseudo-isolé. Et dans cette zone, le vecteur quantité de mouvement avant le choc est différent du vecteur quantité de mouvement après le choc. Le système n'est donc pas pseudo-isolé et le vecteur quantité de mouvement n'est pas une constante vectorielle. Voyons maintenant le système 2. Dans cette zone, il est pseudo-isolé. Dans cette zone, il est également pseudo-isolé, mais dans cette zone, non. Considérons maintenant le système sigma formé du système sigma 1 et du système sigma 2, de centre d'inertie G. La ligne joignant G1 et G2 est un objet mathématique, et il n'y a pas de matière là où se trouve le point G. Mais cela ne nous empêche pas de suivre son mouvement. Voilà. Le système sigma 1 n'est pas pseudo-isolé dans cette zone. Le système sigma 2 n'est pas pseudo-isolé dans cette zone. Mais le système sigma, lui, est pseudo-isolé, car le mouvement de G est rectiligne et uniforme avant, pendant et après le choc. Le vecteur quantité de mouvement, P1 égale M1 V1 avant le choc, est différent du vecteur quantité de mouvement P'1 après le choc. C'est la même chose pour les vecteurs P2 et P'2 qui sont différents avant et après le choc. Construisons le vecteur P, quantité de mouvement du système sigma avant le choc. P égale P1 plus P2. Pour ajouter des vecteurs, nous les mettons bout à bout. Voilà le résultat. Nous pouvons aussi appliquer la méthode du parallélogramme et nous obtenons le vecteur P égale P1 plus P2 représenté en rouge. Après le choc, nous faisons la somme P'1 plus P'2. Même méthode, nous obtenons le vecteur P'. Et nous constatons que P', le vecteur quantité de mouvement après le choc, est égal à P, le vecteur quantité de mouvement avant le choc. Nous concluons donc que le système sigma est pseudo-isolé. Les forces qui agissent sur sigma pendant le choc sont des forces intérieures, qui n'influent donc pas sur le mouvement. Considérons ce montage. Il y a un ressort comprimé entre les deux petits wagons qui peuvent se déplacer sans frottement. On a M2 supérieur à M1. Si on coupe la ficelle, aura-t-on V2 plus grand que V1 ou V2 plus petit que V1? Voilà la réponse. V1 est plus grand que V2. Plus précisément, quelle relation y a-t-il entre V1 et V2? Définissons le système constitué des deux wagons. Il est pseudo-isolé puisqu'on suppose qu'il n'y a pas de frottement. La quantité de mouvement du système avant la détente du ressort, c'est P1 plus P2, et ça vaut M1 V1 plus M2 V2, c'est-à-dire vecteur nul puisque le petit wagon est immobile, plus vecteur nul puisque le grand wagon est immobile. Vecteur nul plus vecteur nul égale vecteur nul. Le ressort va se détendre et nous prenons une photo. Voilà la photo. Et le wagon 1 a une vitesse V'1 après la détente du ressort, le wagon 2 une vitesse V'2 avec une flèche plus petite puisqu'on sait que V'2 est plus petit que V'1 et nous écrivons que la quantité de mouvement du système
après la détente du ressort, qui vaut donc P'1 plus P'2 égale M1V'1 plus M2V'2, est nul puisque le système est pseudo-isolé et que la quantité de mouvement du système se conserve. Ceci nous permet d'écrire que M1V'1 est égal à moins M2V'2 ou, en norme, M1V'1 égale M2V'2, c'est-à-dire M2 sur M1 égale V'1 sur V'2 ou encore V'1 égale M2 sur M1 V'2, ce qui est bien supérieur à V'2. Parlons maintenant de la troisième loi de Newton, dite principe des actions réciproques. Voici la planète Terre, voici la Lune, et nous savons que la Terre exerce une force gravitationnelle sur la Lune que nous notons F indice Terre sur Lune. La troisième loi de Newton nous apprend que si la Terre exerce cette force, alors la Lune exerce la force que nous notons F Lune sur Terre, qui est l'opposé, c'est-à-dire que la force que la Terre exerce sur la Lune est égale à moins la force que la Lune exerce sur la Terre. En norme, nous avons F Terre sur Lune égale F Lune sur Terre. De façon générale, si nous considérons deux corps A et B à distance ou en contact, nous pouvons toujours écrire que la force que A exerce sur B est égale à moins la force que B exerce sur A vectoriellement. En norme, bien sûr, force que A exerce sur B égale force que B exerce sur A. Considérons le système voiture roulant en ligne droite à vitesse constante dans le référentiel terrestre supposé galiléen. Il s'agit donc d'un système pseudo-isolé. Considérons le centre d'inertie G auquel nous appliquons toutes les forces extérieures qui agissent sur le système. Il y a le poids P, la composante normale de la réaction de la route R, la composante tangentielle de la réaction de la route F, c'est-à-dire la force de frottement, toujours opposée au vecteur vitesse. Il manque une force horizontale qui pousse la voiture vers l'avant pour rendre le système pseudo-isolé, car pour l'instant, la somme des forces extérieures n'est pas égale au vecteur nul. Certes, nous avons un moteur qui fait tourner les roues, mais les roues poussent la route vers l'arrière. Pensez au gravier projeté par une voiture qui démarre nerveusement par exemple. Où est alors la force qui pousse la voiture vers l'avant ? Appliquons le principe des actions réciproques, nous obtenons la force que la route exerce sur la voiture. C'est la force que nous cherchons. Et notre système est maintenant pseudo-isolé. Vous voyez que c'est la route qui fait avancer la voiture. En effet, vous pouvez avoir le moteur le plus puissant du monde. Si vous enlevez la route, les roues tournent dans le vide et ce n'est pas comme cela que votre voiture pourra avancer. Voilà, la leçon est terminée. À bientôt.